Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réussir ses projets, le rendez-vous hebdomadaire de celles et ceux qui veulent progresser en gestion de projet sans se perdre dans la théorie. Chaque semaine, je partage avec vous des tips pratiques, des retours d'expérience terrain, des réflexions utiles et également des échanges passionnants avec des pros du métier. Un seul objectif, vous aider à gérer vos projets avec plus de clarté, plus d'efficacité et surtout moins de stress. Si vous appréciez ce podcast, pensez à le partager avec vos proches, pensez à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie du fond du cœur et on se retrouve tout de suite pour l'épisode de la semaine. Le taux de réussite des projets plafonne depuis des années à 29%. Toute méthodologie de gestion de projet confondue, donc on parle aussi bien des méthodologies prédictives que des méthodos agiles. En d'autres termes, 70% des projets sont des échecs. Alors ces chiffres, je les invente pas, ils proviennent d'une étude très sérieuse qui s'appelle le Chaos Report, donc qui a été menée par le Standish Group, qui analysait un peu plus de 50 000 projets à travers le monde. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur cette étude. Et à vrai dire, quand je vois ces chiffres, ça ne me surprend pas vraiment. Il y a de nombreuses causes en fait qui peuvent expliquer tout ça. Donc ça peut être par exemple le manque de culture projet en entreprise, on peut avoir tout un tas de facteurs d'échec sur les projets, on en fera un épisode dédié d'ailleurs sur ce podcast. Mais parmi ces causes, il y en a 3 qui sont archi courantes, donc qui reviennent constamment dans les projets, ça revient tout le temps, tout secteur d'activité confondu. J'ai été confronté de nombreuses fois à ces 3 causes, ces 3 erreurs, et ces 3 erreurs c'est quoi ? La première, en fait, c'est un planning qui est beaucoup trop optimiste, voire totalement irréaliste. La seconde, c'est le fait de ne pas oser dire non en tant que chef de projet. Et la troisième, c'est l'absence de gestion de risque ou la gestion des risques qui est totalement bâclée. Vous l'avez compris, on va parler en détail de ces 3 erreurs courantes en gestion de projet, de pourquoi, en fait, il faut à tout prix les éviter, et de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place concrètement dès demain sur vos projets pour justement éviter de tomber dans ces 3 pièges. Donc on va commencer par le plus classique, le planning optimiste. Donc le planning optimiste, on l'a tous fait, on est tous tombés dedans, moi le premier, ça m'est arrivé plusieurs fois sur mes premiers projets, sur mes premières années en tant que chef de projet. Et en fait, un planning optimiste, c'est quoi ? C'est un planning qui a un calendrier qui est calqué sur le meilleur scénario possible. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été pensé dans le meilleur des mondes possibles, sauf qu'il y a toujours en fait un gap entre la théorie et la réalité sur le terrain en gestion de projet. Ce qui fait que, parfois il y a des imprévus qui arrivent, parfois on a des obstacles, il faut contourner les choses, on prend pas exactement le même chemin qu'on avait prédit à la base, mais on arrive au résultat par des chemins détournés, ce qui veut dire que, forcément, il y a des fois, oui, cette tâche-là va pas prendre 5 jours, mais 5,5 voire 6 jours. Et donc si vous avez un planning qui est vraiment le planning dans le meilleur des mondes possible, donc un planning ultra optimiste, qui peut marcher, effectivement, si tout se passe bien, je vous dis pas que ça peut ne pas arriver, mais c'est relativement rare en gestion de projet, il y a probablement des imprévus que vous allez rencontrer, c'est même quasi certain, donc il faut le prévoir. Et en fait ça, le planning optimiste, le problème c'est que ça explose en vol. Si vous faites ça, et je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle, si vous faites ça, si vous avez un planning comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est juste pas réaliste. Il va être réaliste jusqu'au moment où vous allez avoir votre première difficulté, et il va exploser. Et donc vous allez prendre du retard, et donc on va avoir de la frustration auprès du client, les engagements que vous avez pris auprès du client ne sont plus tenables, ça va générer du stress de l'équipe, ça va générer des pressions de la part du client, des pressions de la part de la direction, probablement des retards en cascade aussi, parce que si vous repartez, en fait, vous refaites un planning V2 et que vous repartez dans le même sujet en faisant un planning V2 optimiste, qu'est-ce qui va se passer ? Prochain imprévu, prochaine difficulté, paf, on repart, et on est à nouveau dans ce cycle de retard en cascade, tension, frustration, etc. L'autre souci, c'est que vous pourriez aussi avoir envie, pour préserver le planning, pour tenir les engagements que vous avez pris auprès du client, d'altérer la qualité des livrables. Et ça, si vous sacrifiez la qualité, alors oui, vous allez tenir les délais, mais vous allez livrer de la merde, j'ai pas d'autre mot pour le dire, et de la même manière, ça va générer tension, frustration, ce ne sera probablement pas accepté par le client, donc on va repartir pour un tour, donc retard en cascade, et ainsi de suite. Alors parfois ce type de planning, c'est pas forcément une volonté du chef de projet justement de mettre en place quelque chose d'optimiste, il peut se baser aussi sur les estimations qui sont remontées par son équipe sur les différentes tâches et les différentes activités du projet, et oui, c'est possible que ces estimations soient aussi optimistes, qu'elles soient sous-évaluées par les membres de l'équipe, et donc dans ce cas-là, on en revient au même scénario, c'est-à-dire un calendrier ou un planning qui est optimiste et qui n'est juste pas tenable.
Donc si ce planning optimiste il est imposé soit par votre direction, soit par le client, bah là malheureusement en fait vous n'avez pas la main dessus. Donc je vous dis pas d'accepter et puis de faire un grand sourire et de ne rien dire, mais ça veut dire que ça va être un peu plus complexe dans le sens où il va falloir faire un petit peu de politique, il va falloir expliquer à ces personnes-là pourquoi ce n'est pas tenable, et proposer des alternatives qui soient entendables par ces personnes. Donc là on rentre vraiment dans le champ de la négociation, et ça ce sera aussi un épisode spécifique, parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement, non pas en tant que chef de projet, mais en tant que manager d'équipe et contributeur sur ce projet. Même pour moi qui avait l'habitude, c'était pas vraiment confortable, et c'est pour bien vous faire comprendre en fait à quel point un planning qui a été pensé comme étant optimiste n'est juste pas viable et même totalement délirant. Donc là on est sur un projet de mise en place d'une société fille qui a été montée spécialement pour l'occasion d'un appel d'offres gagné. Donc l'objectif c'était de délivrer pour cette société fille des prestations de services et d'avoir un support téléphonique pour gérer des milliers de logements suite à cet appel d'offres qui a été gagné. Donc l'idée c'était de faire en fait du service on va dire sur le patrimoine, c'est-à-dire que s'il y a un problème dans le logement, une fuite, quelque chose comme ça, on fait intervenir les bonnes personnes après derrière. Donc il y avait tout l'aspect logiciel à mettre en place, tout l'aspect organisationnel, le recrutement de ces différentes personnes, parce qu'on est vraiment sur le montage d'une société de zéro, et donc rien n'existait. Le client il souhaitait que ça se fasse relativement rapidement, toutefois sans imposer d'échéance, sans imposer quoi que ce soit. Et la direction et ceux qui ont répondu à cet appel d'offres, ils se sont dit tiens, on va faire du zèle, ils ont proposé un planning ultra ambitieux, donc un planning vraiment optimiste, mais à tel point que c'était même irréaliste selon les dires du client, selon son aveu. Mais ils ont dit, écoutez, si vous nous proposez ça, si vous nous présentez ça, c'est que manifestement, nous on pense pas que ce soit possible, mais manifestement vous pensez que oui, donc go, allons-y. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous le mets dans le mille, pression au max sur les équipes. On a entendu aussi de toute façon, ce projet il est drivé par les délais, pas par la qualité, donc sous-entendu, faites de la merde, nous on doit tenir les dates totalement irréalistes qu'on a vendues, tant pis si le service il est pas totalement rendu, tant pis si on n'a pas tout terminé, si c'est pas bien fait dans les règles de l'art. Tant qu'on dit au client, c'est livré, on a fait notre job, c'est bon. De mon point de vue, c'est totalement ubuesque, moi je ne sacrifierai jamais la qualité. Pour moi, sur ce type de projet, en fait, il vaut mieux dire, écoutez, on a pris du retard, on veut faire de la qualité, on veut faire bien dès la première fois, on aura 2 semaines, 3 semaines de retard, le client l'entendra parfaitement dans la majorité des cas. Bon, résultat, sur ce projet, le planning il a été tenu, mais avec d'innombrables couacs dans tous les sens, donc il y a eu des couacs en termes de désorganisation, rien n'était prêt, la qualité a été sacrifiée, du côté des équipes ça a généré beaucoup de désengagement, de démotivation, il y a eu des départs aussi à l'appel, pas mal de frustration, les gens qui ont été recrutés sont pas restés, du fait de la désorganisation et ainsi de suite, et ça a été un gros bordel en fait à gérer pendant les 6 mois suivants. Et donc au final, on se rend compte que si on avait eu 6 mois de plus sur ce projet, et le client les aurait donnés, c'est ça le pire, il n'y avait pas de sujet, tout se serait beaucoup mieux passé, et avec beaucoup moins de tension et de frustration côté client. Donc au final, le planning optimiste, c'est une fausse bonne idée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à la place ? Déjà, si vous n'avez pas intégré de marge à votre projet, je vous conseille d'intégrer entre 10 et 20% de marge. Si c'est la première fois que vous le faites, je dirais 20%. Pour être sûr, donc si on vous annonce que c'est un projet de 100 jours, vous mettez 120 jours dans votre planning. Ces 20%, ils vont servir à absorber toute la partie imprévue, toute la partie obstacles, difficultés, etc. à gérer, sans pour autant décaler la fin du projet. Ensuite, quand vous présentez un planning à votre client, toujours expliquer à celui-ci les hypothèses sur lesquelles repose le planning. Donc si les hypothèses changent, ça veut dire que le planning il va changer. Par exemple, si le client a demandé des évolutions du périmètre projet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les hypothèses sur lesquelles vous êtes basé pour construire votre planning, elles sont en train d'évoluer. Donc le planning est caduc. Et ça, c'est vraiment hyper important de lui faire comprendre au client. Ensuite, je vous invite à mettre des checkpoints hebdomadaires donc pour contrôler le planning, voir où vous en êtes et ajuster si besoin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des comités projets. L'objectif, c'est d'avoir une réunion vraiment technique, opérationnelle, où on discute de l'avancement des tâches, où on en est, quelles sont les difficultés éventuellement rencontrées. Est-ce que le planning des prochains jours, des prochaines semaines, il est toujours tenable ? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire ? Si oui, comment ? Et ça, en fait, en le faisant régulièrement, donc toutes les semaines, ça nous permet de suivre vraiment concrètement notre projet en tant que chef de projet. Et ça nous permet d'ajuster le planning, on va dire, officiel du projet, donc un peu plus macro, pour faire des projections, pour voir où ça va nous mener. Et si jamais il devait y avoir des décalages, n'attendez pas en fait. C'est le bon moment pour en parler à votre client. Également, sur les estimations, ne demandez pas une estimation aux différents membres de votre équipe projet, parce que chacun peut avoir des manières différentes de le faire.
Certains vont vous donner des estimations qui seront pessimistes, d'autres qui sont totalement irréalistes ou optimistes. Le mieux, c'est de leur demander 3 estimations à chaque fois, donc une optimiste, une probable et une pessimiste, et si besoin, vous en discutez en équipe pour converger vers la plus probable, donc vers celle qui colle le mieux en fait à ce qui pourrait se passer, donc en fonction de l'incertitude qui règne, en fonction de la complexité de la tâche à réaliser, en fonction de votre projet, de votre situation, de vos contraintes, etc. Comprenez aussi qu'il y a des délais qui sont incompressibles, hein. Même si on rajoute du monde dans l'équipe, ça veut pas dire qu'on va le traiter en 2 fois moins de temps si on double l'équipe. Il y a un bon exemple pour ça, c'est qu'une mère peut faire un bébé en 9 mois, mais par contre, 9 mères ne peuvent pas faire un bébé en 1 mois. Ce sont des délais incompressibles. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, on peut avoir le cas du client qui ne veut rien savoir et qui impose sa vision du planning, qui est complètement irréaliste, complètement intenable. Et ça nous amène à la deuxième erreur que je vois tout le temps en gestion de projet, c'est le fait de ne pas oser dire non. Une petite parenthèse dans cet épisode pour vous parler d'un accompagnement que je propose et qui pourrait bien vous changer la vie de chef de projet. Un projet mal organisé, c'est un quotidien en vrac, des décisions totalement à l'arrache, un agenda qui déborde et surtout beaucoup de stress et beaucoup de charge mentale et d'énergie perdue pour le chef de projet. Avec le coaching que je vous propose, on met en place une organisation simple, claire, qui vous libère de cette charge mentale et qui vous permet de reprendre la main totalement sur tous les aspects de votre projet. On ne parle pas de théorie, on parle de votre réalité terrain avec des solutions concrètes pour avancer efficacement. Si vous sentez que ça peut vous aider, vous retrouverez toutes les informations sur réussircesprojets.com/coaching. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à podcast@réussircesprojets, j'y répondrai avec plaisir. En tant que chef de projet, le non, ça devrait être non pas un réflexe, et ça devrait être quelque chose d'envisageable. Mais on n'ose pas. On n'ose pas par peur de décevoir, peut-être par pression hiérarchique, par volonté de bien faire aussi, par peur de s'imposer. Le problème, c'est qu'on nous a jamais enseigné à dire non, on nous a jamais éduqué à dire non, ni à l'école, ni à l'université, ni même en fait dans le monde du travail. C'est le chef, entre guillemets, ou le grand qui décide, et nous qui appliquons. Et on reproduit en fait ce schéma sans même s'en rendre compte. C'est bien dommage parce qu'en fait, dire non, ça ne vous rend pas impopulaire, mais ça vous rend juste professionnel. Un bon professionnel, il doit dire non. Et notamment en gestion de projet, en fait, un bon chef de projet, il ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Il est là pour cadrer le projet, pour le piloter, pour le gérer. Et oui, il peut y avoir des demandes d'évolution, oui, il peut y avoir des demandes de changement, on peut changer des choses, mais ça doit se faire de façon contrôlée. Donc un chef de projet, il se doit de dire non. S'il se rend compte que la demande là va faire partir en vrille le projet, c'est non. En tout cas, c'est non en l'état. C'est pas un non définitif, c'est non en l'état. Il peut y avoir des solutions alternatives, il peut y avoir des propositions, des négociations, mais ça ne se fera pas juste comme ça d'un claquement de doigts. Alors après, je le comprends, c'est pas évident de dire non, j'ai mis des années avant de le comprendre et avant d'oser le faire, et je me rends compte que depuis en fait le moment où je le fais, je suis en fait vu comme quelqu'un de plus professionnel et surtout de plus crédible. Et pourquoi en fait j'avais peur de dire non? Alors déjà, moi j'avais un gros manque de confiance en moi quand j'étais plus jeune, et c'est compliqué de s'affirmer face aux autres quand c'est comme ça. On n'ose pas, on a l'impression que notre avis il vaut moins que le leur, que notre temps est moins précieux que le leur, et ça malheureusement c'est la porte ouverte à tous les abus. Alors ça peut venir aussi de la peur de blesser ou de décevoir. On s'imagine qu'en disant non, en fait on va blesser l'autre personne, qu'on va le laisser tomber, et ça tout simplement c'est un altruisme qui est poussé à l'extrême, à travers lequel on place le besoin des autres avant le nôtre et avant celui du projet. On a la peur d'entrer en conflit aussi, ce que je comprends tout à fait, on peut se dire ouais attends, je vais dire non, là ça va, le client ou mon sponsor projet ou ma direction ils vont pas accepter ce non et donc ça va s'escalader et j'aime pas ça, et je le comprends tout à fait, personne n'aime les conflits. On a tellement peur des conflits d'ailleurs qu'on les fuit, aussi bien dans la vie perso que la vie pro, et ce qu'on appelle conflit, moi je préfère l'appeler en fait confrontation. Pourquoi confrontation? Parce qu'en fait une confrontation elle peut avoir une issue positive, et c'est plus simple de le comprendre comme ça plutôt que d'avoir un conflit. Quand on parle de conflit, on a en tête des guerres, etc. Et donc c'est une issue négative. Juste, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, il faut dire les choses, il faut exprimer ce qu'on ressent, il faut exprimer ce qu'on a sur le cœur, il faut exprimer aussi pourquoi le non, ça peut être une bonne option pour le projet, et l'autre en face peut comprendre, ou pas. Mais en fait, le non, il enclenche une discussion, il ne ferme pas la porte au nez. Alors on peut avoir la peur aussi d'entacher sa carrière en se disant « Ouais, mais si je dis non, plus tard on va me le reprocher, ça va faire obstacle à ma carrière professionnelle. » Clairement, je vous le dis cash, c'est non. Le fait de dire non, ça va même booster votre carrière pro. Comme je vous l'ai dit, si vous dites non, vous êtes vu comme plus professionnel, et donc ça va vous amener plus rapidement là où vous voulez être. Alors le problème quand on dit oui tout le temps, c'est que ça impacte vraiment beaucoup notre projet.
Et ça va l'impacter comment ? Déjà, si on dit oui à tout, ça veut dire qu'on a des surcharges de travail qui pop dans tous les sens. Surcharge de travail, c'est lié à quoi ? C'est lié en fait à une évolution du périmètre à la hausse, c'est-à-dire que le client ou le commanditaire rajoute tout le temps de nouvelles tâches à réaliser dans le projet. Donc on a un planning projet qui va partir en vrille, on a un budget qui est totalement incontrôlable, on aura probablement des retards, on a des livrables qui seront probablement bâclés avec une baisse du niveau de la qualité parce qu'il faut aller vite et qu'il y a toujours de nouvelles choses à faire. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle une dérive des objectifs, ou scope creep en anglais. Et ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire juste que le projet, en fait, il n'est plus piloté. Le projet, il est en train de partir à la dérive, il part en vrille, et personne n'est en mesure de l'arrêter. C'est totalement incontrôlable. Et c'est justement ce qu'on veut éviter. Et ça, d'ailleurs, ça peut vous emmener, vous, chef de projet, jusqu'au burn-out. Donc, si on peut l'éviter, je pense que c'est intéressant. Je vous donne un exemple que j'ai personnellement vécu en tant que chef de projet, cette fois. Donc, on est sur un projet où le client était vu comme un client roi, c'était un client marché public, donc une collectivité territoriale. Moi, en tant que chef de projet, je ne pouvais pas prendre de décision directement dessus, parce qu'en fait, les discussions d'évolution du périmètre se faisaient au-dessus de moi. Donc, c'était un cran au-dessus, il y avait le commercial, il y avait ma direction, et celle du client. Le souci, c'est qu'on était sur un contexte un peu politique, un peu tendu. On a eu des couacs sur la migration informatique, on a eu des couacs sur un certain nombre de choses, le client a fait évoluer le périmètre, et il aurait fallu être ferme en fait à ce moment-là et dire non. Mais vraiment dire non pour enclencher des discussions, les négociations, etc. Sauf que ma direction a dit oui, et elle a dit oui à tout ce qu'a demandé le client en termes de supplément. Résultat, mon projet il est totalement parti en vrille. Moi j'ai subi en fait pendant 1 an et demi le projet parce que je pouvais pas prendre de décision, donc j'ai dû subir toutes ces décisions, enfin toutes ces absences de décision puisque c'était des oui à chaque fois. Ça fait que on a des personnes qui sont parties en burn-out dans l'équipe, j'ai eu des démissions, on a eu un planning qui est parti en vrille, le budget qui est parti en vrille, et ça s'est terminé comment ? Ça s'est terminé avec un combat d'avocats pour finalement en fait arriver enfin après 1 an et demi à dire non au client. Non, ce que vous nous avez demandé, ce que vous avez imposé à ce moment-là, ce n'était pas prévu à la base, et c'est ça qui a entraîné tout, on va dire tout ce qui s'est mal passé ensuite sur le projet. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'en fait, vous devez dire non. C'est hyper important de dire non pour vous, pour cadrer, pour protéger le projet. Alors maintenant que j'ai dit ça, il y a des arguments par contre qui sont pas entendables quand vous dites non. Le j'ai pas le temps, le je peux pas, je sais pas faire, je refuse de le faire, je refuse d'aider cette personne. Et tout, en fait, ce type de phrase, c'est à bannir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un non, ça ne suffit pas. Donc il faut pas chercher à s'excuser, à en faire des caisses, à chercher à se justifier à tout prix, ça marche pas, et ça, du coup, ça va vous décrédibiliser à l'avenir. À la place, en fait, il faut plutôt expliquer pourquoi vous arrivez à cette conclusion que le non est la meilleure option pour le projet. Donc déjà, vous pouvez rappeler la priorité du projet, vous pouvez rappeler la priorité des actions en cours, et surtout, on va exposer l'impact de la demande. Donc si la demande c'est de rajouter quelque chose dans le périmètre, il y aura forcément des impacts en termes de charge de travail, en termes de délai supplémentaire pour le projet, en termes de coûts, en termes de risques. Et tout ça, il va falloir le quantifier, et il va falloir ensuite l'exposer pour dire concrètement, voilà, j'ai votre demande sur la table, d'un côté, j'ai mon analyse de l'autre, je la pose, on compare, et je vous dis, voilà, si on l'accepte là maintenant, tel que vous me le demandez, les impacts c'est ça. C'est plus 10 semaines sur le délai, c'est 10 000 € de plus en termes de coûts, c'est tel risque et tel risque qui augmente avec probablement un impact qui sera conséquent sur le projet qui pourrait être ça, et ainsi de suite. Et donc là on parle de concret. On comprend que si on dit oui, il y a ça comme impact en face, et donc on comprend d'autant mieux le non que vous émettez. Et bien sûr, on propose une alternative. Donc l'alternative, ça peut être de décaler à plus tard dans le projet. On peut affiner le travail, on peut voir par exemple si à la fin, si on a un petit peu de temps, hop, on l'intègre pour le finaliser, si on finit en avance. Ça peut être de le déléguer, donc c'est pas vous qui allez le faire, ça peut être un sous-traitant. Ça peut être de dire, c'est non maintenant, par contre, une fois que ce projet est terminé, on enclenche un nouveau projet, et ce sera oui dans le cadre de ce nouveau projet. Si vous travaillez en agilité, ça peut être non pour ce sprint, mais oui pour le sprint suivant, le temps d'affiner un petit peu le besoin. Donc on reste poli, on reste diplomate, en toutes circonstances, mais ferme sur notre position. Ok, donc maintenant que vous avez un planning réaliste d'un côté et que vous avez enfin osé dire non pour protéger le projet, pour protéger le planning, son périmètre et son budget, est-ce que vous avez pensé à toutes les autres choses qui pourraient mal tourner ? Donc là on arrive à l'erreur numéro 3 qui est l'absence de gestion des risques. Alors déjà, un risque, qu'est-ce que c'est ? Un risque c'est un événement incertain qui, s'il devait se réaliser, aurait un impact le plus souvent négatif sur le projet. Et je dis négatif, mais ça peut parfois être catastrophique.
Et à chaque fois que je discute avec des personnes en coaching, à chaque fois que je discute avec des chefs de projet sur LinkedIn, etc., j'entends tout le temps la même rengaine. Il n'y a pas de culture du risque dans l'entreprise. La gestion du risque, elle est mal faite, elle est bâclée. Voire même, en fait, on leur fait des reproches du style « Le projet, il a même pas encore commencé, que vous êtes déjà à imaginer tout ce qui va mal se passer pour vous dédouaner. C'est inadmissible. » Alors là, on comprend clairement que cet interlocuteur n'a aucune idée de ce qu'apporte la gestion des risques. Et pourquoi, en fait, on l'oublie, cette gestion des risques ? Parce qu'il y a souvent une pression pour aller vite, pour livrer vite, de la part du client, de la part du commanditaire et de la part de la direction. Parce que c'est vu pour certains comme inutile. Ça demande du temps, ça n'apporte rien de concret, parce qu'on est en train d'imaginer des choses qui hypothétiquement pourraient arriver, et donc mettre en place des scénarios et des plans d'action qui vont permettre, hypothétiquement, de corriger quelque chose qui hypothétiquement pourrait arriver, mais c'est pas sûr. Et parce que, de toute façon, il y aura quand même des problèmes sur les projets, alors à quoi bon, pourquoi se prendre la tête sur la gestion des risques ? On n'aura qu'à les traiter quand ça arrivera, donc ça c'est du fatalisme. Et c'est une vision, mais je l'ai déjà vu, et je vous le dis clairement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que la gestion de risque, elle est là justement pour éviter que ces événements incertains, que ces risques, puissent se produire dans le futur. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper au démarrage tout ce qui peut être anticipable. Alors bien sûr, on ne va pas anticiper 100% des problèmes qui pourraient arriver, mais si on en anticipe 95%, ce serait quand même beaucoup plus confortable pour vous et pour l'équipe projet. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement si cette gestion des risques elle est bâclée ou si on ne la fait pas du tout ? Déjà, ça veut dire qu'on ne pilote pas le projet, on le subit. On n'a aucune idée en fait des problématiques qui pourraient survenir dans le futur ou qui vont survenir. Et chaque fois que ça va arriver, c'est urgence sur urgence sur urgence. On subit le projet, on ne le pilote pas. Et concrètement, chaque fois qu'il y a un problème qui se produit, ça génère des impacts négatifs sur le projet, parfois catastrophiques. Donc c'est retard en pagaille, donc budget qui explose, la qualité qui est en berne, qui est en baisse, le projet qui peut être non rentable à l'arrivée, le chef de projet qui peut partir totalement en vrille, voire jusqu'au burn-out, le projet qui peut être annulé prématurément parce que non rentable, parce que trop de surcoûts, etc. Conflits, tensions, frustrations côté client, enfin tout ça. Et tout ça, c'est la résultante d'une absence de gestion de risque. Donc par exemple, ça peut être le fournisseur qui fait défaut, ça peut être un bug critique, ça peut être une absence de ressources clés. Et si on n'anticipe pas ces problèmes, si on ne fait rien, ça devient réel, ça devient des problèmes réels qu'on se prend en pleine face, qu'on doit régler dardard. Et on n'a pas le temps en fait là il faut le régler, c'est une urgence parce qu'on est bloqué sur le projet, donc on n'a pas le temps de réfléchir à la meilleure solution. On fait ce qu'on peut, mais du coup, on passe constamment notre temps à subir, à réagir, plutôt qu'à anticiper et à être proactif. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, si on avait fait de la gestion de risque au démarrage du projet, on aurait eu tout le temps en fait, d'identifier ces problématiques, et on aurait eu tout le temps de mettre en place des actions pour justement éviter que ça se produise. Donc au final, on aurait gagné du temps et de l'argent et de la charge mentale sur le projet. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il faut identifier les risques macro. Donc on commence toujours par les risques macro du projet, puis on descend en fait, plus on avance dans le projet, plus on descend dans l'opérationnel, en se disant à chaque fois, tiens, et si je fais ça, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Donc, et si je réalise telle tâche, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Et ce qu'est-ce qui pourrait mal se passer, ça met en avant des risques potentiels sur le projet. Donc ces risques, qu'est-ce qu'on va en faire ? Une fois que vous avez listé tous vos risques, donc que ce soit des risques macro, stratégiques, économiques, financiers, etc., opérationnels sur votre projet, on va lister ces risques dans un registre des risques. C'est un document qui va permettre en fait de suivre tous les risques et de suivre les plans d'action qu'on met en place pour y répondre et donc pour éviter que ça se produise. Mais c'est pas suffisant, je vous invite aussi à faire des revues périodiques de vos risques. Pourquoi ? Parce que un risque, ça évolue dans le temps, parce que s'il y a une demande d'évolution du périmètre de votre projet, et que vous dites oui en acceptant les impacts que ça va faire évoluer vos risques. Il y en a de nouveaux qui peuvent apparaître. Certains risques peuvent être du coup diminués en termes de probabilité de survenance, d'autres peuvent augmenter, pareil en termes d'impact, et donc tout ça il va falloir le suivre périodiquement, et vous assurer que les plans d'action que vous avez mis en place sont toujours cohérents par rapport à ces risques. Et donc si vous voyez que ça évolue, c'est-à-dire qu'on remet un nouveau plan d'action en place, et on continue en fait à faire ces actions pour éviter que ces risques majeurs, donc les risques qui sont potentiellement catastrophiques pour le projet, puissent se produire. Alors si vous évitez ces 3 erreurs courantes, donc le planning optimiste, le fait de ne pas dire non et le fait de ne pas faire de gestion de risque, vous mettez de bonnes chances de votre côté pour réussir vos projets. Si vous vous êtes reconnu dans ces cas de figure et que vous souhaitez en discuter, faites-moi signe, écrivez-moi à podcast@réussircesprojets.com. Je serai ravi de pouvoir
échanger avec vous sur le sujet et si possible de pouvoir vous aider au travers d'un coaching ou de conseils personnalisés. Vous l'avez compris, ces 3 erreurs à dénotent un manque global de préparation, et la préparation c'est la clé pour ne pas subir vos projets. Je le répète régulièrement, et je le répète encore aujourd'hui. Et comme le dit si bien Winston Churchill, et on va se quitter là-dessus, ne pas se préparer, c'est déjà se préparer à échouer. Vous vous sentez débordé, votre projet part dans tous les sens, je propose un accompagnement sur mesure pour les chefs de projet comme vous, un coaching one-to-one pour vous aider à y voir plus clair, à reprendre le contrôle de votre projet pour ne plus le subir et à avancer plus sereinement. Toutes les infos sont sur reussircesprojets.com/coaching. Vous pouvez également m'envoyer un mail à podcast@reussircesprojets.com et on en discutera avec grand plaisir. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, pensez à le noter 5 étoiles, ça m'aide pour faire connaître le podcast. Et en attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode.